BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandour. Bonjour à tous, 15h, BFM Crypto, le club. Soyez les bienvenus dans cette émission comme tous les jours. Aujourd'hui, on va parler de succession et de crypto, de retraite et de crypto, d'actu aussi, évidemment, avec mes invités. Louis-Alexandre de Froissart, ravi de vous retrouver, gérant et associé chez Montagne Conseil et Patrimoine. Vous allez bien? Bonjour Sandra, super. Merci d'être sur ce plateau. Louis Laszlo est également ici, CTO de Meria. Bonjour Louis. Bonsoir. Ravi de vous avoir. Et Gwendal Texier, notaire et membre de la commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest de Bretagne. C'est ça. Bienvenue dans cette émission. Gwendal, si vous voulez nous écrire, vous connaissez l'adresse crypto au singulier @bfmbusiness.fr. Vous nous posez toutes les questions qui vous passent par la tête sur ce secteur. On vous répond les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Gwendal Texier, vous êtes notaire et vous êtes l'un des premiers notaires de France à vous être emparé, avoir assumé de vous emparer du sujet crypto. C'est hyper intéressant parce que comment vous est venue cette idée? C'est vous qui étiez intéressé par les cryptos au départ à titre personnel, ou c'est les demandes successives de vos clients qui vous ont amené à faire ça? Alors, si on le dit trop fort, je vais me faire embêter. Mais je suis pas forcément le premier en France à m'être intéressé à ces sujets-là. Mais oui, ça fait quelques années qu'on s'intéresse à un groupe de notaires bretons qui se sont intéressés aux nouveaux sujets techno, IA, blockchain. Et il y a quelques années, on avait lancé un fonds de dotation technologique qui nous avait amené à rencontrer des acteurs de la blockchain. Et c'est là qu'on a entendu pour la première fois parler de minage. Ouais. J'ai entendu parler de ça. Nous, on n'a fait que du droit. On n'a pas fait de formation technique. Et ça nous a amené à découvrir un monde qu'on ne connaissait pas et sans doute des actifs qui allaient prendre de la valeur ou de l'importance plus tard. Ça, c'était il y a combien de temps? 6 ans. 6 ans, ouais. Et en fait, c'est par la partie technologique qu'on est rentré par cette voie-là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait tout un écosystème tech qui existait, qui avait développé des services décentralisés. Un peu comme les notaires. Donc, du coup, les notaires sont un peu décentralisés aussi dans leur organisation, maillage territorial. Donc, on a vu pas mal de similitudes et c'était plutôt intéressant. Et on a creusé ces sujets-là pour se rendre compte que, aujourd'hui, avec le rapport de la DAN, 10% des Français détiennent des actifs numériques. Et qu'est-ce qu'on a prévu pour eux dans le cadre de divorce, dans le cadre de décès, dans le cadre de succession? Pas encore grand-chose. Donc voilà, on s'est dit qu'il fallait faire travailler ces sujets-là. 10% des Français, chiffre de 2025 de début d'année. On attend ceux de 2026 pour voir si ça a progressé, parce que dans les perspectives, dans les projections, 35% des Français avaient l'intention d'en avoir. Donc pour votre activité à vous, ça va devenir quand même une activité peut-être un peu plus intense dans les années qui viennent. C'est intéressant. Hier, j'avais Quentin Alexander de Number qui était ici, qui représentait les comptables. Et il disait, sur son chiffre, aujourd'hui, traiter des clients qui veulent parler de crypto, c'est 3% à peu près de son activité. Vous êtes à peu près à quel type de demande? Est-ce que ça augmente? Est-ce que vous la voyez augmenter? Est-ce qu'il y a des questions qui commencent à arriver? Alors, c'est essentiellement des particuliers aujourd'hui qui nous sollicitent, même si on a quelques entreprises qui ont des sujets autour du placement de trésorerie, par exemple, mais des particuliers qui s'intéressent à vouloir commencer à transmettre, ou pas assez, à mon avis, qui s'interrogent de savoir ce qu'il se passe s'ils venaient à décéder, s'ils sont bien organisés. Mais on commence à voir ces sujets-là et c'est plutôt lié à l'évolution du prix du Bitcoin. On voit que plus le Bitcoin augmente, plus il y a des questions qui viennent et plus on est contacté. Et puis quand on est sur des périodes plus calmes, on a moins de contacts. Mais assez régulièrement, on commence à avoir des sujets. Et puis avec les investisseurs, vous l'avez dit, les particuliers qui s'y mettent progressivement, il y a aussi la peur de perdre les portefeuilles, la peur il va falloir avoir les bonnes pratiques bien avant le moment du décès et de la succession. C'est ça aussi qu'il faut essayer de mettre en place, vous, en tant que notaire. C'est un guide de bonnes pratiques de vous en posséder, voilà ce qu'il faut faire au niveau fiscal et au niveau transmission-succession. Complètement. Alors, traditionnellement, quand une personne décède, les héritiers vont voir le notaire pour régler la succession. Généralement, c'est le notaire de famille qui a tout l'historique, mais dans un monde totalement digital, on n'a pas forcément toutes les informations. Et si on ne les a pas, on le sait nous, on perd les actifs. Donc il faut le préparer en amont, il faut
mettre en place un process, quel qu'il soit, mais en faire quelque chose en tout cas pour sécuriser cette transmission. C'est intéressant parce que vous, à l'inverse, vous êtes au cœur de l'activité de l'investisseur pendant qu'il choisit d'investir dans le Bitcoin, par exemple, Louis-Alexandre. Est-ce que cette partie-là, elle est abordée quand on est au début de l'aventure crypto? Est-ce qu'on dit attention, il faut avoir une certaine hygiène financière quand on a ce genre d'actifs et il faut penser à la suite à la fin? Oui. Alors nous, on le fait dès le départ parce que ça fait partie de notre ADN. Et je suis allé voir mon voisin il y a 4 ans. Voilà, pour vous dire si on se connaît depuis un certain moment. Et oui, pourquoi? Parce que notre savoir-faire, ce n'est pas uniquement le produit, c'est la gestion patrimoniale des actifs. Et dans la gestion patrimoniale, il y a l'acquisition, il y a la détention, la conservation et la transmission. Donc oui, on s'est intéressé à ces sujets et j'ai cherché depuis plusieurs années à rentrer en contact avec les notaires sur ce sujet. Donc oui, nous, ça fait partie de l'ADN. Alors que je pense que dans la partie acquisition, déjà, il y a déjà plein de choses à faire dans la partie acquisition. On ne va pas commencer à dire aux gens qu'ils vont mourir. Oui, mais la partie acquisition, elle se développe aussi. On l'a dit, l'adoption grandit. En tout cas, on l'espère que dans les chiffres, ça va se voir en 2026. Donc, il va falloir peut-être à un moment voir un peu plus large dans l'activité. Chez Meria, qu'est-ce que vous... Complètement. Déjà, un point intéressant, on en discutait hors antenne, c'était la typologie d'investisseurs change aussi. Historiquement, les cryptos, c'était un sujet de crypto-bro. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. La typologie d'investisseurs évolue très fortement. Beaucoup de gens adoptent les cryptos, notamment des gens qui ont un patrimoine déjà diversifié sur d'autres assets et ont déjà ces réflexes de transmission ou autres. Donc, il y a déjà pas mal de changements de ce côté-là. Et nous aussi, en tant que plateforme, il est de notre mission d'accompagner, comme le disait Louis, dans l'acquisition, mais d'accompagner aussi sur tous les autres registres de ce qu'est l'investissement financier, la transmission, la fiscalité et l'ensemble de ces points-là, et de doter nos clients investisseurs d'outils leur permettant, on ne va pas le faire pour eux, mais de pouvoir le faire, les documenter, et notamment chez Meria, sur le sujet de transmission, l'année dernière, on a mis en place une fonctionnalité simple, mais qui est d'être capable de prévenir en cas d'inactivité de son compte des personnes de confiance, pour dire j'ai des assets numériques, et en cas d'une succession, permettre au notaire d'être au courant, avec les ayants droit puissent mettre au courant le notaire d'avoir ces positions. Donc, à une moindre échelle que mes confrères, on essaie de mettre des choses en place, mais ça va dans l'accompagnement global qu'on fait des investisseurs. C'est intéressant ça, parce que c'est une autre phase de votre activité à vous. Vous disiez que vous étiez surtout sollicité par des particuliers, mais c'est vrai que ce que font les plateformes pour prévenir, pour ne pas avoir les cryptos perdus, pour ne pas les garder, c'est aussi un aspect important des choses dans la succession. Oui, tout à fait, parce que contrairement peut-être à une idée reçue, les notaires n'ont pas accès à toutes les données. Elles ne surgissent pas par magie au décès de la personne. Hein. En France, il y a Ficoba, Ficovi. Ficoba, ça va. Ficovi... C'est quoi ça, Ficoba, Ficovi? Ficovi, c'est les assurances-vie. D'accord. Et en fait, quand on interroge le fichier Ficovi, on devrait avoir connaissance de la liste des contrats souscrits par la personne décédée. Sauf que ce n'est pas efficient. Ficoba, ça va. Donc, mais Ficoba n'intègre pas les éléments d'information des plateformes d'échange en France. Donc, si on ne vient pas avec des informations, les héritiers ne viennent pas avec ces informations, on va passer à côté. Mais peut-être aussi que les héritiers ne savent pas l'existence de ce type d'accès à ces plateformes par le défunt, parce qu'il n'a rien dit, parce qu'il n'a pas laissé d'informations. Et c'est tout ça, c'est tous ces changements qu'il faut mettre en place pour éviter que les assets soient définitivement perdus ou oubliés. Alors, avec une différence entre les assets détenus sur les plateformes et celles qu'on peut détenir soi-même en self-custody. Et là, il y a encore d'autres sujets à traiter. J'allais vous poser la question. On l'a souvent, ce débat sur cette émission. Comment on les détient? Comment on choisit d'en être ou pas propriétaire? Quand on se place du point de vue de la succession, à ce moment-là, est-ce qu'il vaut mieux les avoir justement sur un cold wallet, les avoir sur une plateforme? Est-ce qu'il y a une formule qui est plus efficiente? Que ce soit l'une ou l'autre des façons dont on détient ces actifs, il faut l'organiser. Sur une plateforme, il faut pouvoir identifier la plateforme, parce qu'on peut être sur des plateformes françaises, mais comme des plateformes étrangères, il y en a plus de 2000 dans le monde. Donc, toutes pas structurées comme Meria, avec une interface, un service client qu'on peut interroger. Beaucoup, ce sont des bots. Donc, on n'a pas un accès à l'information aussi facilement que ça.
Et si on détient soi-même, pareil, c'est que se dit, il faut pouvoir organiser la transmission des informations de l'acide phrase, par exemple, de manière sécurisée. On ne veut pas la transférer de son vivant, mais on veut bien la transférer une fois qu'on est mort. Donc il y a une articulation à mettre en place. Les bons gestes à acquérir aujourd'hui quand on a de la crypto, bien avant de disparaître, qu'est-ce qu'on met en place? On va le voir, le notaire, et on lui dit, et on fait un plan. Alors, ça fait partie des choses qui peuvent être en effet mises en place. On a le conseil que moi je suis amené à donner, c'est de pouvoir recenser l'état de son patrimoine. Pas forcément mettre en face les valeurs, les accès et tout ça dans un premier temps, mais déjà connaître l'état de son patrimoine, pouvoir le recenser et pouvoir trouver un moyen, par exemple un testament qui permettrait de transmettre ces informations-là qu'au moment où on est décédé. On n'a pas envie de transmettre de son vivant ces informations-là, on veut bien le faire à sa mort et aux personnes qu'on aura choisies. Donc il faut trouver un tiers de confiance, et le notaire, dans une organisation française, Code napoléonien 1804, c'est le notaire qui a de cette tradition ce rôle. Encore ce pouvoir. Il y a un an, vous disiez que la profession restait frileuse face à ce sujet des cryptoactifs. Est-ce qu'elle a évolué depuis? Est-ce que vous voyez des confrères qui s'y mettent régulièrement, qui demandent des renseignements? Il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Il y a, au niveau des formations, on parlait des notaires. Louis intervient notamment avec Inafon sur la formation des notaires, et même il y a un parcours qui va être mis en place. Les notaires de Nice qui sont assez dynamiques à ce sujet-là. Et puis dans le cadre des formations des jeunes notaires aussi, les formations sur les crypto-monnaies est aujourd'hui intégrée. J'interviens sur Rennes, par exemple, pour donner ces nouvelles pratiques, ces nouveaux concepts aux jeunes notaires. Donc oui, il y a une élévation du niveau pour améliorer l'efficience des notaires dans toutes les problématiques transversales qu'on peut avoir. C'est une sorte d'entrée dans la maturité du secteur dont on parle régulièrement depuis le début de l'année. On en parlait l'autre jour avec Raphaël Bloch, mais c'est vrai qu'avant on envisageait l'achat de crypto comme quelque chose d'un peu fun, d'un peu différent, voilà, un peu contre le système si j'ose dire. Là vraiment, ça se structure à tous les niveaux, Louis. On le voit, il y a une évolution du marché, il y a une évolution de l'industrie complètement. Si on regarde il y a 12 mois, ou alors il y a 24 mois, et je ne parle même pas d'il y a 5 ans ou d'il y a 6 ans, comme on le disait, ouais. On a une typologie d'investisseurs qui est complètement différente, on a une typologie d'acteurs, que ce soit financier, industriel, qui a complètement changé. Et comme Bitcoin et annexement les crypto-monnaies, ou plus annexement les crypto-monnaies, sont devenues une classe d'actifs à part entière, tout ce qui s'accompagne autour dans l'adoption se transforme et rejoint ce qu'on connaît déjà en finance traditionnelle sur l'ensemble des classes d'actifs, que ce soit la transmission, que ce soit la fiscalité, que ce soit la sécurité au sens large, et la bonne hygiène numérique au sens large. Ça s'envisage à tous les cycles de la vie, Louis-Alexandre Frassard, notamment la retraite. Bitcoin et retraite, c'est quoi le lien que vous faites aujourd'hui? Eh bien, Bitcoin est un actif indispensable et totalement adapté à la retraite. Et on va parler des différentes phases, à commencer par des gens qui sont à la retraite. On vient de voir qu'on ne pouvait plus cotiser quand on était à la retraite à un PER. Maintenant, il n'y a plus de déduction. Eh bien, achetez du Bitcoin. Pourquoi? Parce que si je suis un fonds de retraite, je raisonne en actif-passif. Actif, c'est ce que j'ai. Passif, c'est les sorties prévues. Et tant que je n'ai pas 70 ans, j'ai encore 15 ans statistiquement devant moi. Et 15 ans, c'est largement suffisant pour une stratégie Bitcoin. Donc, Bitcoin vient se mettre comme un actif de réserve, à côté, par exemple, de l'or. Il est d'ailleurs un peu anticorrélé à l'or, donc c'est vraiment un très bon complément. Anticorrélé, ça veut dire qu'il se comporte de manière quasi opposée. En tout cas, pas de la même manière. Et puis après, dans ce patrimoine, je peux aussi aller mettre, bien sûr, des actions, puisque 15 ans, c'est largement suffisant pour mettre des actions. Puis pour la partie un peu plus sécurisée, je vais mettre un peu d'obligations ou de fonds euros. En tout cas, c'est une manière de me constituer une réserve et d'apporter un peu de souveraineté à mon patrimoine quand je suis à la retraite. Donc, déjà dans cette phase-là, même retraité, investissez dans le Bitcoin, ça va vous, consoler de ne plus pouvoir verser sur votre PER après 70 ans, parce qu'on vient de nous enlever la déductibilité sur le PER. Et puis en plus, se faire expliquer Bitcoin, c'est toujours absolument passionnant. On va parler de l'épargne dans un instant, mais là, si je suis en phase de retraite justement, avant 70 ans,
quelle part de mon patrimoine? Je sais que pour les actifs, on dit souvent c'est 8 à 10% qui est raisonnable. Est-ce que là, c'est la même part? Si je suis déjà à la retraite et que dans mes actifs qui sont là, ça va dépendre si j'ai des besoins ou pas de besoins. Ouais. On va dire par exemple que si je suis un patrimoine largement investi, je peux monter au-delà de 5%, c'est pas bien grave. Et puis j'en profitais pour transmettre de manière active. Alors ce qui va être un petit peu différent si je suis en phase d'épargne. Parce que si on a dit que Bitcoin était adapté quand je suis à la retraite, il l'est encore plus quand je suis en phase d'épargne pour ma retraite. Parce que là, je n'ai plus 15 ans devant moi, j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et donc, surtout, je peux faire ce qu'on appelle le fameux versement régulier, le dollar cost average, c'est-à-dire je mets un petit peu toutes les semaines dans Bitcoin. Un actif volatile, je mets régulièrement et là, c'est l'actif de référence, c'est l'actif de réserve puisque j'ai vraiment du temps devant moi et je me constitue là encore quelque chose qui est rare, quelque chose qui est souverain, quelque chose qui est diversifiant. Et donc, typiquement, l'actif parfait. Et je peux épargner, mais aussi je peux en avoir des petites fractions en faisant du minage. Oui. Pourquoi ? Parce que le minage, quand j'achète une machine au bon moment, je fais cet arbitrage-là, c'est une manière d'avoir une épargne en Bitcoin. Je mets un 4 000, 5 000 euros tout de suite. Et après, tous les mois, je vais récupérer des petites fractions. Via une société française, bien sûr. Via une société française, mais malheureusement pas encore en France. Oui, pas encore en France. Mais On peut- ça avance. On fait avancer ce sujet et pour les acteurs, ça va arriver. C'est en train de En tout cas, venir. pas dans un contrat d'assurance vie français, malheureusement, Oui, parce que non. la CPR est contre, mais dans un Exactement. contrat d'assurance vie luxembourgeois, je peux. Ce que vous nous dites quand même, c'est qu'à tous les âges, finalement, on peut investir dans le Bitcoin. C'est ça qui est intéressant. Et que c'est Oui. une stratégie, quoi qu'il arrive, qu'il faut regarder, quoi. Oui, et puis Bitcoin majoritairement, et puis est-ce qu'on investit dans autre chose ? J'allais vous poser la question. Voilà. Et parce que c'est la question qui vient naturellement après. Alors, il faut savoir que dans la partie blockchain et crypto, on peut tokeniser des actifs. Vous allez voir, ça va être un raz-de-marée. Donc, on peut commencer par l'or. On peut tokeniser de l'or, ça c'est facile. On peut aussi regarder les choses qui vont arriver, c'est-à-dire comme la finance décentralisée va arriver sur Solana et Ethereum, on peut peut-être acheter un petit peu de Solana et un petit peu d'Ethereum en complément de Bitcoin. C'est comme ça qu'on va diversifier ces classes d'actifs, surtout si on a le temps. Alors qu'à la retraite, on va peut-être se concentrer sur l'actif de réserve. Oui, effectivement. Et après, la phase suivante, c'est de penser à la transmission, à la succession, une fois qu'on a fait ce pas-là. Et oui. C'est pour ça qu'on est du La même boucle côté, est en bouclée. fait. Voilà, la boucle est bouclée, puisque à la retraite, on anticipe un petit peu la transmission. Et on a vu une chose, je vais répondre à la question auquel Gwendal a voulu volontairement passer à côté. Quand vous avez une donation à faire, quand vous êtes par une plateforme, c'est pas forcément simple. Alors que quand vous êtes en détention directe, eh bien souvent on se rend compte que c'est plus pratique pour faire des donations parce qu'on peut plus facilement suivre les transactions parce qu'on est à l'origine de ces dernières. Tu es d'accord avec moi ? Je confirme. Voilà le dernier conseil de Louis-Alexandre de Froissart. Ça m'intéresse ce que vous disiez sur le Bitcoin, uniquement le Bitcoin ou pas. Il y a eu aussi une vraie évolution culturelle dans les cryptos par rapport à est-ce qu'on investit dans les cryptos sur du Bitcoin ou dans les autres. Comment évolue l'investissement dans les clients que vous observez chez vous, Louis ? Alors, ça va vraiment dépendre de la typologie et du profil de risque de chaque investisseur. C'est comme sur de la finance traditionnelle. En fonction de l'appétence de risque, il faut prendre plus ou moins d'exposition, soit rester sur des produits du fonds en euros, des obligations, ou aller s'exposer à de la volatilité sur des actions et potentiellement à des gains plus importants, mais une volatilité aussi et un risque de perte au capital plus élevé. On a la même chose côté crypto. Typiquement, côté Myriad, nous, on a deux types de capacités à investir. La gestion libre, comme n'importe quelle plateforme. Quelqu'un arrive, en moins de 10 minutes, peut commencer à investir par lui-même en investissant son temps et son énergie pour essayer de comprendre, d'analyser et de maîtriser aussi les enjeux, les risques. Et on a aussi la gestion pilotée. Et là, la gestion pilotée, c'est via des mandats discrétionnaires. Et donc, en fonction du profil de risque de chaque investisseur, on va recommander la stratégie la plus adaptée. On est accompagné. Donc, complètement. Et donc, sur les investisseurs les plus prudents, on va rester sur des allocations très prudentes, Bitcoin et Ethereum et une petite réserve de stablecoin qui vont travailler quand la réglementation nous le permet. Et sur des expositions plus exposées pour des profils plus enclins au risque, mais qui ont aussi une stratégie patrimoniale, qui sont accompagnés, puisqu'ils sont déjà investis, ils sont déjà exposés sur d'autres produits, et viennent chercher une exposition un peu plus exotique, et donc plus risquée, pour aller chercher à dynamiser leur épargne. Donc voilà, ça va vraiment dépendre du profil de chaque investisseur.
en fait, comme n'importe quel produit d'investissement. Ouais. Ce chiffre que je regardais dans les actus, 60% des plus grandes banques américaines désormais ouvertes au Bitcoin. C'est intéressant parce que quand même, quand on voit l'évolution, vous le disiez, sur 1 an, max sur 2 ans, cette institutionnalisation du secteur, ce secteur qui se transforme, ça va à une vitesse grand V, Louis. Complètement. Là, on parle des États-Unis, mais on va parler de l'Europe après. Hein. De toute façon, en général, ce qui se passe aux États-Unis arrive très vite chez nous. Maintenant, il y a un petit effet de retard, mais ça arrive. Et on le voit en Europe, hein, pas plus loin que chez nous, les établissements bancaires se saisissent du sujet. Hein. Absolument. Aujourd'hui, on a 2 millions sur 12 millions de retail de BPCE sont exposés directement dans leur application Caisse d'épargne ou Banque Populaire à pouvoir acheter de la crypto comme ils ont leur assurance vie ou leur assurance auto. Donc, il y a vraiment un vrai changement de paradigme et de postulat et de position des établissements bancaires traditionnels. Et alors, côté États-Unis, ça change. Ce qui est marrant, par contre, à l'inverse, c'est qu'aujourd'hui, le Clarity Act, qui devait être qui est en discussion. L'explosion du secteur, l'adoption pour l'innovation au profit de la régulation, on voit que les sujets en cours de discussion, et d'ailleurs le point mort complètement sur le Clarity Act, on revient sur les mêmes sujets qu'on a débattus côté européen avec MiCA, où les établissements bancaires traditionnels poussent avec un gros lobby sur le réglementaire, pas de rendement sur stablecoin, une surveillance accrue de la DeFi, pas de tokenisation d'actifs. C'est marrant, c'est exactement les mêmes sujets qu'on a eu en Europe. Donc ce sont ces établissements-là qui imposent le rythme, qui vont imposer le rythme dans les mois qui viennent, Louis-Alexandre? Alors, c'est très intéressant de voir justement que là, c'est très simple, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le droit de dire que vous faites du lobby. Donc, en fait, eux, ils disent tout simplement, ben voilà, nous, on veut pas ça et on va le dire clairement. Nous, en Europe, c'est beaucoup plus feutré. Vous savez, ça se passe dans les couloirs de Bruxelles et il se passe la même chose, mais sauf qu'on le dit pas. Alors, nous, on en a conscience puisqu'on sait très bien où est-ce qu'on est coincé. Et donc, le pouvoir bancaire, aujourd'hui, c'est lui qui tient quand même un peu le pouvoir législatif, parce que c'est lui qui finance les élections de manière très officielle aux États-Unis, de manière moins officielle en Europe. Et donc, quand BlackRock a décidé déjà de faire son token Beedle, s'il peut éviter d'avoir des concurrents par ailleurs, c'est de bonne guerre. Hein. Je suis là, j'utilise mon pouvoir pour aller limiter le marché. Donc, par contre, aux États-Unis, il y a quand même un sentiment de mettre l'entreprise en avant. Donc, il va y avoir un vrai combat. Parce que l'arbitrage, il va se faire à quoi? Est-ce que ça fait du business en plus ou pas? Et si ça fait du business en plus, et si le pouvoir central a la conviction que ça fait du business en plus, il va écouter les plateformes. Alors qu'autant vous dire qu'ici, en Europe, que ça fasse du business en plus ou pas, c'est pas trop le sujet. C'est pas ça qui guide, effectivement. Louis. Et si on rebondit dans le même sens du lobbying sur les élections, si on regarde dans les finances de la campagne de Donald Trump aux précédentes élections, j'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était assez significatif, la participation, je parlerai de participation à des plateformes crypto qui ont essayé de s'acheter un pouvoir législatif sur le sujet. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Brian Armstrong chez Coinbase qui a dit qu'il se retirait complètement dans le soutien du Clarity Act, puisque le Clarity Act, c'est plus très très clair. Oui, effectivement. Mais ça veut dire quoi pour la survie derrière? J'extrapole, mais derrière... dans ce secteur qui se transforme, des purs acteurs qu'il y avait il y a quelques années, face aux banques, ils vont survivre à travers ces réglementations, à travers cette transformation du marché? Il y aura forcément une évolution et une consolidation du marché, ça c'est sûr et certain, que ce soit par la transformation du marché, que ce soit par l'aspect réglementaire. On a déjà discuté plusieurs fois sur ce plateau. Il y a 130 SAN à peu près en France, 120, 130 SAN en France qui existaient. En juillet, la clause de grand-père, qui permet d'officier depuis l'avènement de MiCA au 30 décembre 2024, va se terminer. En vrai, s'il y en a une trentaine qui sont MiCA d'ici là, ça sera le bout du monde. On est à 7 aujourd'hui, c'est ça à peu près. Donc il va y avoir une consolidation du marché, ça c'est évident. Et ça, c'est à notre angle très franco-français, mais à l'échelle de l'Europe et du monde, ça va évoluer. C'est la transformation naturelle du secteur. On veut plus d'adoption, mais donc il y a plus des grands pouvoirs entraînent des grandes responsabilités. Et donc, les grandes responsabilités ne sont pas portées forcément par une boîte de 3 personnes avec des moyens d'une boîte de 3 personnes. Bien sûr. Donc voilà, ça va forcément se transformer. Il va y avoir des acteurs plus matures, plus consolidés, plus gros qui émergent. Donc voilà, la transformation du secteur est inévitable si on veut une adoption plus massive par plus d'investisseurs de ce sujet. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça peut rassurer derrière, Louis-Alexandre. Oui, alors moi je dirais qu'en plus je suis d'accord sur le fait que le secteur va un petit peu se concentrer, et c'est pas une mauvaise chose dans certains cas, mais on est sur un sujet d'innovation.
l'innovation. Et ce que moi je vois, parce que j'ai la chance d'être un petit peu plus, depuis un peu plus longtemps que Louis sur le sujet, et je vois que plus on va sur l'innovation, plus la réglementation a du mal à suivre. C'est-à-dire qu'on va faire une réglementation par rapport au passé, en pensant qu'elle va s'appliquer par rapport au futur. Et puis, vous allez voir, ça ne va pas louper. On va aller sur une nouvelle strate d'innovation et on va contourner. Qui parlait de Robinhood il y a 6-7 ans ? Aujourd'hui, Robinhood tokenise l'ensemble des marchés pour pouvoir être 24/24, 7 jours sur 7 sur les marchés actions. Réponse du NYSE il y a 15 jours, donc New York Stock Exchange. Oui, nous aussi, on va pouvoir tokeniser les actions et on va pouvoir acheter 24/24, 7 jours sur 7. Donc en fait, et ça, on n'a pas encore la réglementation sur la tokenisation d'actions, mais déjà, les gens lancent. Donc, en fait, on va toujours avoir une réglementation qui va être à la ramasse de l'innovation financière. Et je pense que là, ça va être une course où on n'a pas fini d'en parler. Oui, effectivement. Louis, pour finir. Complètement d'accord. Après, ce qui est assez intéressant de voir, c'est qu'aussi le NYSE sur ce sujet-là annonce une plateforme de tokenisation, mais pas sur blockchain public, parce qu'il ne va pas aller à l'encontre de son système et de l'ensemble de l'industrie qui vit de ce précaré protégé. Donc les intermédiaires vont rester les mêmes. Donc il y a une évolution du secteur, il y a une adoption de la blockchain comme une technologie et un aveu d'échec de la technologie existante et de remplacement par des technologies blockchain. Mais il y a aussi une volonté de ces acteurs-là, dinosaures, de protéger leurs précarés et de pousser aussi sur réglementaire pour empêcher une tokenisation à tout vent. Donc voilà, les choses vont changer, mais il y a quand même des enjeux économiques et industriels et des acteurs existants qui vont quand même contrebalancer et équilibrer. Donc je suis un peu plus topé sur l'innovation et la réglementation. Je pense que ça prendra du temps, ça se fera. Mais oui, il y a quand même des gros enjeux de réglementation dans les prochaines années. Oui, on n'a pas fini d'en parler, comme le dit Louis-Alexandre, en effet. Merci, messieurs, d'être venus dans cette émission. Louis-Alexandre de Froissart, gérant et associé chez Montaigne Conseil et Patrimoine. Louis Laszlo, CTO de Meria. Gwendal Texier, notaire et membre de la commission numérique et innovation des notaires de l'Ouest, à savoir la Bretagne. C'est ça. En claironne fièrement. Merci à tous les trois d'être venus dans le club. BFM Crypto, émission à revoir en podcast et en replay sur notre appli, nos sites, nos réseaux sociaux. Évidemment, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.